On nous avait promis des voitures volantes, des bases sur la Lune. La science-fiction du milieu du XXe siècle, elle imaginait un futur technologique assez... Éblouissant. Oui, c'est vrai. Alors, où sont passées ces promesses? Pourquoi on a cette impression tenace, que David Graeber a exploré d'ailleurs, que le rythme des vraies révolutions technologiques, celles qui changent la vie, a franchement ralenti? C'est exactement ce sentiment qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. Cette impression de stagnation ou, disons-le, de déception face à ce futur qui n'arrive pas, ce n'est peut-être pas juste une impression subjective en fait. Ah bon? On va la connecter à une critique beaucoup plus profonde du fonctionnement même de notre économie et on va s'appuyer pour ça sur les analyses de David Graeber et de Nicolas Georgescu-Roegen. D'accord. Donc nos sources pour cette exploration, ce sont des passages clés de l'essai de Graeber, Of Flying Cars and the Declining Rate of Innovation, et puis de l'œuvre majeure de Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process. C'est ça. L'objectif, c'est de voir si on peut mieux comprendre pourquoi ce futur grandiose semble nous filer entre les doigts. Et surtout, comment une loi physique fondamentale, la loi de l'entropie, pourrait bien nous obliger à repenser radicalement notre vision de l'économie. Et de ses possibilités supposément infinies. Exactement, de ses limites en fait. Alors, commençons avec Graeber et ce qu'il appelle le paradoxe des Jetsons. On a tendance, c'est vrai, à voir ces rêves de soucoupe volante personnelle comme des fantasmes un peu enfantins. Oui, on se dit, c'était naïf. Mais il rappelle, à juste titre, je trouve, que les générations précédentes, celles de Jules Verne ou H.G. Wells, elles ont vu leur vision audacieuse, les avions, les fusées, la télévision, devenir réalité. Tout à fait. Pourquoi ce décalage apparent aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Alors, Graeber pointe un glissement assez fascinant, je trouve. Au lieu de continuer à développer des technologies qui transforment vraiment notre interaction avec le monde physique, l'innovation majeure des dernières décennies s'est plutôt concentrée sur l'information, la communication, la simulation. Le numérique, quoi. Oui, pensez à Internet, aux réseaux sociaux, à la réalité virtuelle. C'est un peu ce que Baudrillard appelait l'hyper-réel, tu vois, un monde de signes, d'images qui prennent le pas sur le réel lui-même. C'est une idée forte, ça. Et Graeber va même jusqu'à suggérer que le postmodernisme, cette idée que tout est fragmenté, ironique, répétition, c'est en quelque sorte une parure culturelle pour masquer cette queer, cette déception technologique fondamentale. Genre, on habille la déception queer. C'est un peu ça. Il dit, si on avait vraiment colonisé Mars, notre état d'esprit serait sans doute très différent aujourd'hui. Et puis il y avait cette autre promesse, celle de la troisième révolution technologique, l'automatisation généralisée, la fin du travail pénible grâce aux robots, aux ordinateurs. Oui, des penseurs comme Ernest Mandel, que Graeber cite, annonçaient ça dès les années 70. On allait voir. Et le résultat semble, comment dire, mitigé. C'est le moins qu'on puisse dire. Les usines robotisées, bon, elles existent bien sûr, mais elles produisent souvent quoi? Des biens de consommation éphémères, des gadgets? Et souvent avec des conditions de travail difficiles derrière. Exactement. Très souvent, leur chaîne d'approvisionnement repose encore sur une main-d'œuvre humaine exploitée, très loin de la libération du travail qu'on nous avait annoncée. La révolution a eu lieu, oui, mais pas avec les effets sociaux espérés. Alors, qu'est-ce qui coince selon Graeber? Pourquoi ce manque apparent d'innovation radicale, celle qui change vraiment la donne matérielle? Alors, il identifie plusieurs freins majeurs. Un des principaux coupables, selon lui, ce serait la bureaucratisation exponentielle. Ah oui, partout. Oui, aussi bien dans le monde académique que dans les grandes entreprises. Il parle d'une véritable explosion des tâches administratives. Les comités, les rapports, les évaluations, ça absorbe un temps et une énergie considérables. Au détriment de la recherche elle-même. Voilà. Au détriment de la recherche exploratoire. Il va jusqu'à dire que, dans ce contexte, avoir une idée vraiment originale, c'est presque devenu le baiser de la mort pour une proposition de financement. C'est terrible ça, hein? On préfère le prévisible, l'incrémental, ce qui rentre dans les cases. Mais on pourrait quand même objecter qu'une certaine structure, une certaine bureaucratie, c'est nécessaire pour gérer des projets complexes, non? Même des projets innovants. Où est la limite? C'est une question pertinente, bien sûr. Graeber ne nie pas le besoin d'organisation. Ce qu'il cible, c'est l'excès. La prolifération d'une logique managériale administrative qui finit par étouffer la créativité et la prise de risque. Le risque inhérent aux vraies découvertes. Exactement. Et il observe aussi une réorientation massive des investissements. Moins d'argent pour la recherche fondamentale, ciel bleu, celle qui est motivée par la simple curiosité, Et plus pourquoi alors? beaucoup plus pour le marketing, les technologies de contrôle social, la surveillance, le management algorithmique du travail et bien sûr,
le complexe militaro-industriel. D'accord. Et c'est là qu'on peut tisser un premier lien, peut-être, avec Georgescu, Roentgen. Cette obsession bureaucratique pour les métriques, les indicateurs quantifiables, les objectifs chiffrés. Oui. Ne serait-ce pas une manifestation de ce que Georgescu-Roentgen, lui, appelle l'arithmomorphisme? C'est-à-dire cette tendance à vouloir tout réduire à des nombres en ignorant la complexité qualitative du réel. Une bureaucratie qui ne voit que les chiffres, en somme. Voilà. Et une bureaucratie pensée comme ça serait structurellement incapable de reconnaître et de soutenir la véritable nouveauté qui, par nature, est difficilement quantifiée au départ. Graeber va même plus loin, il remet carrément en cause l'idée reçue selon laquelle le capitalisme, sous sa forme actuelle en tout cas, serait toujours le moteur principal du progrès technologique. Oui, ou même qu'il continuerait à améliorer le bien-être général et à favoriser la démocratie. C'est une remise en cause assez radicale, en effet. Il va loin. Il rappelle que Marx et Engels, eux, ils imaginaient que la compétition capitaliste pousserait la mécanisation tellement loin qu'elle finirait par rendre le système lui-même obsolète. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Graeber observe que ce niveau de mécanisation vraiment libératrice n'est pas advenu comme prévu. Pourquoi ? Parce que souvent, la logique de contrôle interne, la préservation des hiérarchies, des structures de pouvoir bureaucratique au sein des grandes organisations, Ça prend le dessus. ça prime sur la simple logique de compétition par l'efficacité productive. Et Georgescu-Roentgen, lui aussi, critique cette vision purement mécaniste du progrès économique. Il suggère que des lois physiques plus fondamentales, comme l'entropie, Justement, l'entropie. imposent des limites bien plus contraignantes que ce que nos modèles économiques habituels veulent bien admettre. D'accord. Alors, changeons de focale et abordons directement Nicolas Georgescu-Roentgen. Il nous invite à voir l'économie non pas comme une sorte d'horloge mécanique, prévisible, qu'on peut remonter, Oui, une vision très newtonienne en fait. mais plutôt comme un processus thermodynamique. C'est quoi l'idée maîtresse derrière cette analogie ? L'idée absolument centrale, le cœur de sa pensée, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. La fameuse loi de l'entropie. Qu'est-ce qu'elle dit, simplement ? Expliquée simplement, elle dit que chaque fois qu'on utilise de l'énergie ou qu'on transforme de la matière, on passe d'un état ordonné et utilisable, ça c'est la faible entropie, à un état désordonné, dispersé et inutilisable, ça c'est la haute entropie. Un exemple ? L'exemple classique. Un morceau de charbon. C'est de la basse entropie, de l'énergie concentrée. Il brûle, il se transforme en cendre, en fumée, en chaleur qui se dissipe dans l'atmosphère. Ça, c'est la haute entropie ? Exactement. L'énergie et la matière sont dispersées. Et surtout, ce processus est irréversible. On ne peut pas débrûler le charbon, quoi. D'accord, c'est clair pour la physique, mais comment ça s'applique directement à nos usines, nos bureaux, nos transports, bref, à toute l'économie ? C'est là que réside l'intuition peut-être la plus percutante de Georgescu-Roentgen. Il dit « L'économie est ce processus thermodynamique. Fondamentalement, toute activité économique consiste à quoi faire ? À puiser des ressources naturelles de basse entropie, Minerais, pétrole, biomasse ? voilà, à les transformer en biens et services qui sont des structures matérielles temporellement ordonnées, c'est important, mais ce faisant, elle produit inévitablement des déchets de haute entropie. La pollution, la chaleur perdue, les matériaux usés. Sous toutes ses formes, oui. Son message choc, ce n'est pas seulement que les ressources sont finies, ça on commence à le savoir. C'est que toute activité économique, par nature, accélère fondamentalement la dégradation de l'énergie et de la matière disponible sur Terre vers un état inutilisable. C'est une loi physique incontournable. C'est ça. Et aucune avancée technologique ne pourra jamais vaincre cette loi. Il n'y a pas de moteur économique perpétuel, c'est impossible. Ce qui explique sa phrase terrible et assez prémonitoire. De plus grosses et meilleures machines doivent conduire à une pollution plus grosse et meilleure. Pour lui, le lien via l'entropie était limpide. Absolument. Et il fait une distinction importante entre deux sources fondamentales de basse entropie pour l'humanité. D'un côté, il y a le flux continu d'énergie solaire, Abondant mais diffus. immense, quasi illimité à notre échelle de temps, c'est vrai, mais relativement diffus et difficile à concentrer pour des usages industriels massifs. C'est la base de l'agriculture pré-industrielle, de la vie sur Terre. C'est un flux renouvelable. Et de l'autre côté ? De l'autre côté, on a le stock fini de ressources minérales accumulées dans la croûte terrestre. Charbon, pétrole, gaz, métaux. C'est un stock et un héritage non renouvelable, mais beaucoup plus facile à extraire et à concentrer pour obtenir une puissance énorme et immédiate.
Et quel serait le lien entre cette distinction stock-flux et le ralentissement des innovations radicales dont parlait Grabert? Georges Crouwen souligne qu'une grande partie de ce qu'on appelle le progrès technologique depuis la révolution industrielle a consisté en fait à quoi? À remplacer l'utilisation du flux solaire, Plus durable, mais moins commode? oui, plus durable, mais demandant plus de travail ou d'ingéniosité locale, par l'exploitation de plus en plus rapide et massive du stock terrestre. Plus efficace à court terme, mais limité. C'est ça. Pensez au passage de la charrue en bois à la charrue en fer qui demande du minerai, de l'énergie pour sa fabrication, du chauffage au bois au chauffage au charbon puis au pétrole, de la traction animale à la mécanisation agricole qui carbure au pétrole et demande acier, cuivre, etc. À chaque étape, on a gagné en puissance. En puissance apparente, oui, mais on a aussi augmenté notre dépendance envers ce stock fini et on a accéléré son épuisement. Ce progrès a un coût anthropique caché et croissant. Peut-être que les innovations manquantes de Grabert, ce sont justement celles qui nous permettraient de revenir à une utilisation plus intelligente du flux, ce qui est technologiquement très très difficile. D'accord. Et pour raffiner son analyse de la production, Georgius Kurohogen introduit une autre distinction importante, celle entre les flux et les fonds. De quoi s'agit-il cette fois? Oui, c'est une distinction vraiment essentielle pour comprendre son modèle. Les flux, ce sont les éléments qui entrent dans le processus de production et qui sont transformés ou consommés dans le produit final. Les matières premières, l'énergie consommée? C'est ça, le minerai de fer, le charbon brûlé, le blé qui devient farine, puis pain. Les fonds, eux, sont les agents qui fournissent un service au cours du processus de production, mais qui ne sont pas incorporés matériellement dans le produit final. Comme les machines, les outils? Les machines, les outils, la terre agricole, mais aussi, et c'est crucial chez lui, le travailleur humain. Attendez, mais l'économie standard, elle tient déjà compte de l'usure des machines avec l'amortissement, la dépréciation, non? En quoi la notion de fonds qui s'use apporte vraiment quelque chose de plus? C'est une excellente question. L'amortissement, c'est avant tout une notion comptable, une manière de répartir un coût dans le temps. Georges Skurogène, lui, part d'un phénomène physique et qualitatif bien plus profond. C'est-à-dire? Un fonds, que ce soit une machine, un sol ou un travailleur, ne fait pas que perdre de la valeur monétaire. Il subit une dégradation anthropique réelle. Il s'use, il se fatigue, il tombe en panne. Il faut l'entretenir. Exactement. Il nécessite un entretien constant qui consomme lui aussi de l'énergie et des matériaux juste pour maintenir sa capacité à fournir son service. Et surtout, les fonds sont qualitativement hétérogènes. Ah oui. L'usure d'un sol agricole, ce n'est pas la même chose que l'usure d'une machine ou que la fatigue, le burn-out d'un travailleur. Les traiter comme des quantités abstraites de capital K ou de travail L dans une fonction de production comme le fait l'économie néoclassique, Ça masque les différences. ça masque ces différences fondamentales et les contraintes spécifiques liées à leur entretien, à leur régénération quand elle est possible. L'usure d'un travailleur, c'est un coût anthropique très réel que les modèles ignorent souvent. Si l'économie s'est transformée de la basse entropie en haute entropie, est-ce qu'on peut dire que la valeur économique, au final, ça se résume à la quantité de basse entropie contenue dans un bien ou un service? Alors, pour Georges Skurogène, c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. Il insiste énormément sur le but de toute cette transformation. Le pourquoi on fait tout ça? Exactement. On ne transforme pas des ressources précieuses en déchets juste pour le principe, quoi. Le but ultime, ce qu'ils appellent la causa finalis, en reprenant Aristote, c'est la jouissance de la vie, l'enjoyment of life. Le bien-être, le plaisir de vivre. C'est ça. C'est cette finalité humaine, ce bien-être subjectif, qui donne son sens au processus économique. Et cette jouissance, elle n'est pas directement mesurable en joules ou en bits d'information. Ce n'est pas quantifiable. Pas directement, non. C'est pourquoi il critique assez vivement les tentatives de certains penseurs de réduire toute valeur à un équivalent énergétique ou anthropique. L'économie est au service de la vie, et pas l'inverse. On voit bien la convergence ici. Graeber, comme Georges Skurogène, critique ces approches purement quantitatives qui ratent quelque chose d'essentiel. Georges Skurogène utilise ce terme un peu technique, arithmomorphisme. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de ce qu'il veut dire par là? L'arithmomorphisme, oui, c'est cette manie de croire que tout peut, et même doit, être réduit à des nombres clairs et distincts, comme si la réalité était une simple addition ou soustraction. Comme si tout était comptable. Voilà, un exemple concret qu'on pourrait donner. Imaginez qu'on essaye d'évaluer la valeur d'une forêt ancienne uniquement en calculant le volume de bois d'œuvre qu'on pourrait en tirer. Les mètres cubes de bois. Exactement. Ça, c'est une approche arithmomorphique typique. Elle capture un chiffre précis, quantifiable, mais elle ignore totalement la complexité réelle de cette forêt.
Sa biodiversité, son rôle dans la régulation de l'eau, du climat, sa beauté, sa valeur récréative ou même spirituelle. Tout ce qui n'est pas un chiffre. C'est ça. Georges Skurogène soutient que beaucoup de modèles économiques commettent ce péché. Ils se focalisent sur des indicateurs quantifiables et ils ignorent des qualités essentielles qui sont souvent bien plus importantes à long terme. Et à l'inverse de cette pensée par chiffres séparés, il parle de concepts dialectiques. Qu'est-ce que ça signifie plus simplement? Alors, les concepts dialectiques, pensez à des concepts comme chaud et froid. Ce sont des opposés, oui, mais entre les deux, il y a tiède, frais, il y a toute une gamme, des zones de transition, des mélanges. Ce n'est pas juste l'un ou l'autre. Non, les concepts dialectiques sont comme ça. Leurs frontières sont floues, ils peuvent se chevaucher avec leurs contraires. Pensez à besoin et envie, démocratie et autocratie, santé et maladie. La réalité est pleine de ces nuances, de ces zones grises. Et c'est important de les reconnaître. C'est indispensable, selon lui, pour comprendre le changement qualitatif, la complexité de la vie de la société. Il critique cette idée, un peu héritée de Galilée, que le grand livre de l'univers serait écrit uniquement en langage mathématique pur. Pour lui, il manque les nuances, les paradoxes, la complexité du vivant et du social dans cette vision. Alors est-ce qu'on pourrait faire le lien et dire que les idées originales que la bureaucratie rejette, selon Graeber, Oui, sont souvent rejetées précisément parce qu'elles sont dialectiques? Parce qu'elles sont complexes, nuancées, difficiles à faire rentrer dans les cases et les indicateurs de performance chiffrés que les bureaucraties adorent. c'est une connexion très, très pertinente, je crois. La nature même d'une idée radicalement nouvelle, c'est souvent d'être difficile à catégoriser, à évaluer selon les critères existants. Elle peut sembler paradoxale, contre-intuitive. Elles résistent à l'arithmomorphisme. Exactement. Et la critique par Georges Skurogène des modèles économiques trop mécanistes, comme ceux de Walras ou Jevons, vise précisément cette simplification excessive qui évacue la qualité, la nouveauté et la complexité irréductible du monde réel. Et dans cette même veine, Georges Skurogène insiste aussi sur l'émergence de la nouveauté par combinaison. L'idée fondamentale, c'est que lorsqu'on assemble des éléments, le tout peut avoir des propriétés radicalement nouvelles qui ne sont pas simplement la somme des propriétés des parties. Le tout est plus que la somme des parties. C'est exactement ça. Pensez à l'eau, H2O. Ses propriétés liquides à température ambiante, etc. ne sont pas déductibles simplement des propriétés de l'hydrogène, un gaz, et de l'oxygène, un autre gaz, pris séparément. Le tout est vraiment différent. Et c'est encore plus vrai pour des systèmes complexes. Évidemment. Encore plus vrai pour une cellule vivante ou une société humaine. Ce qui rend la prédiction fondamentalement difficile, j'imagine, que ce soit pour le futur technologique dont parle Graeber ou pour l'évolution socio-économique analysée par Georges Skurogène. Exactement. C'est pour ça que la chimie, ce n'est pas juste de la physique appliquée. Et la biologie ou l'économie, ce n'est pas juste de la chimie appliquée. Il y a une émergence constante de nouveautés qualitatives. On ne peut pas tout prévoir. Non. Georges Skurogène distingue d'ailleurs très bien le risque, où l'on connaît les probabilités d'événements répétables, comme au casino, de l'incertitude radicale, où des événements totalement nouveaux et imprévisibles peuvent survenir. C'est pour cela qu'il critique les approches d'ingénierie sociale qui prétendent pouvoir planifier et contrôler l'avenir comme s'il s'agissait d'un simple mécanisme d'horlogerie. Et le but humain complique encore les choses. Oui, le rôle du but humain, la causa finalis, introduit aussi une complexité qui échappe complètement au modèle causaux simple, mécaniste. Et il ajoute une dernière couche de complexité avec le facteur humain et le conflit social. Il note une chose intéressante. L'humanité se distingue par ses outils exosomatiques. Exosomatiques, C'est-à-dire, c'est-à-dire des outils qui sont extérieurs à notre corps. voilà, marteau, ordinateur, mais aussi les institutions. Par opposition aux outils endosomatiques des animaux, les griffes, les ailes, les carapaces, qui font partie de leur biologie. D'accord. Et quelle est la conséquence? Cette capacité unique à créer des outils externes crée aussi un potentiel unique de conflit social, notamment autour de leur contrôle, de la distribution des fruits de leur usage et de la valorisation des différentes tâches nécessaires à leur fonctionnement. Comment on évalue la contribution de chacun? Exactement. Comment évaluer objectivement la contribution d'un concepteur, d'un ouvrier, d'un manager, d'un financier? C'est très difficile, voire impossible objectivement. Et ça ouvre la porte à des luttes de pouvoir et à une survalorisation potentielle des fonctions de contrôle ou de coordination par les élites qui les occupent. Là encore, le parallèle avec l'analyse de Graeber sur la bureaucratie qui tente à s'auto-justifier, à proliférer et à capter une part croissante des ressources, parfois au détriment de la production réelle,
Ça semble assez direct, non? Absolument. La difficulté à évaluer objectivement la valeur des services intangibles que souligne Georges Skuroege fait directement écho à l'observation de Graeber sur la multiplication des postes administratifs et managériaux dont l'apport concret à la jouissance de la vie, ou même à l'innovation, est souvent difficile à établir. Mais dont le pouvoir et la rémunération augmentent. C'est souvent le cas, oui. Bon, pour essayer de résumer cette exploration qui a été assez dense, on est parti des doutes de Graeber sur le ralentissement du progrès technologique tangible pour plonger avec Georges Skurogen dans les limites physiques fondamentales imposées à l'économie par cette fameuse loi de l'entropie. Oui. Le fil rouge, si je comprends bien, semble être une critique profonde des visions trop simplistes, trop mécanistes, trop quantitatives qui dominent encore souvent notre façon de penser le progrès et l'économie. C'est tout à fait ça. Si on devait vraiment cristalliser les points clés, ce serait primo, les contraintes incontournables de l'entropie qui pèsent sur toute activité matérielle et limitent nos ambitions. Les limites physiques. Secondo, notre dépendance croissante et, disons-le, périlleuse vis-à-vis du stock fini de ressources terrestres au détriment du flux solaire durable. Stock contre flux. Tertio, l'effet potentiellement sclérosant de la bureaucratisation et de sa logique arithmomorphique sur l'innovation et sur notre capacité d'adaptation. La rigidité bureaucratique. Et Carto, l'importance cruciale de reconnaître la qualité, la nouveauté émergente, le but, la fameuse jouissance de la vie, et la pensée dialectique, nuancée, pour comprendre les processus économiques et sociaux réels. C'est effectivement une remise en cause assez fondamentale de nos modèles de pensée dominants, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et pour une dernière réflexion, peut-être, on peut juxtaposer deux concepts forts de nos deux auteurs. Georges Skuroen voit la tradition, les coutumes, les institutions, les savoir-faire transmis comme le code social que l'humanité a développé pour fonctionner collectivement. En l'absence de programmation génétique rigide, comme chez les insectes sociaux par exemple. Exactement. C'est notre logiciel adaptatif collectif en quelque sorte. Et, de son côté, Graeber décrit la bureaucratie moderne, avec ses règles rigides, sa pensée souvent quantitative, comme une force omniprésente, potentiellement hostile à la créativité et à l'adaptation souple que la tradition permettait parfois. D'accord. Tradition souple contre bureaucratie rigide. Quelle question ça soulève pour finir? On pourrait se poser cette question un peu provocatrice, je l'admets. Est-ce que nos systèmes bureaucratiques actuels, qui sont souvent les héritiers directs de cette pensée industrielle et mécaniste que Georges Skurogen critique justement pour son arithmomorphisme, son incapacité à saisir le qualitatif et le changement, Oui. ne sont pas en train d'entraver activement notre capacité à faire évoluer notre tradition, notre code social, pour répondre aux défis majeurs révélés par la loi de l'entropie? Les défis comme l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique. Exactement. En d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas en train de s'enfermer par excès de bureaucratie et de pensée mécaniste dans une rigidité qui nous conduit tout droit vers une impasse évolutive?